Chers auditeurs, bonjour. Et nous sommes de retour ici à Strasbourg au Parlement européen avec Virginie Joron. Virginie Joron, vous êtes députée Rassemblement national au Parlement européen. Et donc vous recevez aujourd'hui Thibault Kerlizin parce que vous vouliez parler des lobbies. On connaît votre combat contre les lobbies de toutes sortes et notamment dans le cadre du Covid ici à Bruxelles et à Strasbourg au Parlement européen. Et donc Thibault Kerlizin, vous êtes consultant en intelligence économique, diplômé de l'école de guerre économique et de l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, vous avez analysé l'influence des ONG dans le processus législatif européen pour la Fondation Identité et Démocratie, un livre de 151 pages qui est rempli de pépites, on va y revenir. Et vous êtes auteur de 2 livres, donc un sur Greenpeace et un autre qui s'intitule George Soros, l'impérial. Et vous êtes cofondateur du site Davocratie. Alors, on va commencer avec Virginie Joron. Vous m'avez demandé de vous poser la question de pourquoi vous avez été stupéfaite en fait, de découvrir que Ursula von der Leyen était à New York pour recevoir un prix en fait, au Global Goals Awards. Bah écoutez, moi ça m'a choquée dans un premier temps de voir qu'elle va souvent aux États-Unis pour ou donner des prix ou en récupérer. On sait tous que l'année dernière, elle était allée aux États-Unis remettre le prix du meilleur businessman à Albert Bourla, PDG de Pfizer. Donc déjà, j'avais trouvé en pleine crise Covid complètement dingue de voir cette présidente de la Commission remettre ce prix en grande pompe. Et aujourd'hui, la semaine dernière, alors qu'il y a quand même la crise en Ukraine, tous les jours, on nous ressasse que cet hiver, l'hiver va être très dur. Et on la voit aller là-bas, récupérer un prix. Et en plus, moi, ce qui m'a choqué vraiment le plus dans cette histoire, c'est qu'elle prend ce prix et elle remercie Bill Gates parce qu'elle estime, et elle le dédie, aux Européens qui ont été très bons dans cette gestion de la pandémie, sans doute parce qu'ils ont accepté cette vaccination et ces objectifs de vaccination auprès de cette population. Voilà, donc c'est vrai que je souhaitais qu'on réagisse sur ce sujet et c'est pour cela que je trouvais que Thibault Kerlizin était un bon acteur sur cette question, puisque je sais que quand il a écrit ce rapport, l'influence des ONG, déjà il avait évoqué cette problématique de ces ONG qui pullulent autour de la Commission. On ne sait pas pourquoi. La plupart en plus sont quand même des fondations états-uniennes ou anglo-saxonnes qui sont très présentes auprès de cette commission. Et voilà, donc je trouvais complètement dingue de voir en pleine crise cette remise de prix et en plus avec cette spéciale dédicace aux concitoyens européens. Alors, pour rebondir dessus sur les Global Goal Awards, c'est qu'ils s'inscrivent dans un schéma qui est vraiment global, puisque vous verrez qu'il y a un petit logo à côté de ces Global Goals, c'est le logo des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont en fait l'agenda 2030 de l'ONU. Ce qu'on connaît au forum de Davos sous le nom de Great Reset, et ce qui s'inscrit au niveau européen dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. Donc tout ça, c'est une espèce de même matrice avec des noms qui sont différents. Et en fait, c'est juste des mouvements où ils se remercient, ils s'encouragent les uns les autres, ils se remercient, ils se félicitent. Et voilà. Quand vous regardez les Global Goal Awards, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour recevoir un prix, pour être nominé ? Vous retrouvez le même système que les Young Global Leaders du forum de Davos. Ils s'intéressent à des gens qui ont environ moins de 40 ans, qui s'inscrivent dans des campagnes ou des recherches de progrès pour remplir ces objectifs. Et globalement, c'est à peu près vraiment le même écosystème. Voilà. Ça a été fondé avec Project Everyone. C'est un projet de la Fondation Gates avec Project Everyone. Et quand vous regardez les partenaires principaux de Project Everyone, vous retrouvez Salesforce, donc une entreprise clé du forum de Davos. Vous retrouvez Google, vous retrouvez Global Citizen, qui est une autre ONG américaine dont on parlera, puisqu'elle a eu le plus grand nombre de rendez-vous avec la présidence de la Commission von der Leyen. Et Global Citizen est aussi financée à hauteur de plus de 50 millions de dollars depuis plusieurs années, sous son premier nom, Global Poverty Project, par la Fondation Gates. C'est vraiment un petit écosystème. En fait, c'est comme quand on était enfant, on se donne des titres et des récompenses dans la cour de récré quand on fait des jeux. C'est à peu près ça, à plus haut niveau. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi Emmanuel Macron, lors de cette remise de prix, a déclaré que lui aussi, il allait verser 1,6 milliard d'euros auprès de cette fondation. Est-ce que lui aussi, peut-être, souhaite maintenant obtenir ce prix? Est-ce qu'il l'a fait dans ce sens? Je pense pas. Macron, c'est
aussi un des Young Global Leaders du Forum de Davos. Donc il a déjà le prix. Et aussi, dans son gouvernement, il y a quelqu'un qui est membre du groupe de conseil des Global Goal Awards, c'est Hervé Berville, qui est député des Côtes-d'Armor, qui fait sa 2e mandature et qui est actuellement secrétaire d'État à la mer dans le gouvernement Borne. Ouais, et puis, alors, sur la forme, effectivement, déjà annoncé ce milliard d'euros donnés à cette fondation. Déjà, je trouve que c'est pareil, c'est à côté de la plaque, ou enfin, c'est révoltant parce qu'on sait qu'en même temps, son gouvernement a fermé des lits d'hôpitaux, 21 000 au total depuis cette dernière mandature, 4 300 en 2021. Donc, d'un côté, on verse de l'argent à une fondation qui regorge de finances, et en plus, ça ne concerne pas nos concitoyens français. Et à côté de ça, on a effectivement Emmanuel Macron qui annonce ce chèque qui est complètement faramineux. Le montant est faramineux quand on sait que pour mettre en place un hôpital, on a besoin entre 100 et 400 millions d'euros. Donc, d'un côté, on détruit notre système de santé, et de l'autre, on annonce devant tout le monde, avec des flashs et des communiqués, qu'on va verser de l'argent des Français pour quelque chose qui ne nous concerne pas. Donc ça aussi, c'est assez choquant. La Fondation Gates, au moment où j'ai fait le rapport, son budget, c'était 33 milliards de dollars annuels. Donc c'est pour rentrer dans ce board, peut-être après obtenir lui aussi des prix, même si ce n'est pas son objectif, mais c'est pour rentrer effectivement dans cette grande famille où il décide pour tout le monde. Parce qu'on voit très bien que cette fondation, donc on sait très bien, elle est très présente au sein de la commission, et on la retrouve aussi dans Gavi. Gavi, c'est aussi l'alliance de la vaccination au niveau mondial, qui est en partenariat avec COVAX. COVAX qui a été mise en place lors de cette gestion de la crise de la pandémie, où en fait, on le voit très bien, il y a une surcommande des vaccins, et à ce titre, les surplus ou ceux que les États membres ne souhaitaient pas allaient rentrer dans ce système COVAX pour en plus donc être gérés au niveau mondial de Gavi. Donc effectivement, tout ce système qui est en train d'être mis en place, et maintenant, pardonnez-moi, au niveau mondial, touche effectivement la Commission et les Européens, parce que ce surplus de commandes, il a été passé par la Commission, et c'est avec l'argent des contribuables européens et français. Donc au bout de la chaîne, en fait, on arrive jusqu'à ces questions des hôpitaux qui sont parfois en manque de lits ou de personnel. Et en parallèle, on met de l'argent dans un système mondial de vaccination, et même au niveau européen, où on se rend compte qu'il y a une surcommande, et qu'aujourd'hui encore, la France va peut-être détruire un stock de 60 millions de doses. Alors récemment aussi, puisqu'on parlait de Bill Gates à l'instant, vous aviez posé une question à la Commission aussi sur cette question du choléra à Haïti, et de savoir en fait si les vaccins étaient cette campagne de vaccination, dans quelles conditions elle s'était déroulée en fait là-bas à Haïti en fait. En fait, on pose toutes ces questions parce que le thème de la vaccination n'est pas neutre. Bill Gates arrive en Europe comme un héros. En prétendant que grâce à ce système de vaccination mondiale, grâce à sa fondation, ça permet effectivement un accès et de protéger la planète. Et en parallèle, il est sans études, le problème il est là aussi, puisqu'on manque beaucoup d'études. Et là, c'est pour ça qu'on a posé cette question, parce qu'à Haïti, le professeur René Pierroux a montré que des publications avaient été, je cite, bidonnées, et que le but recherché n'était peut-être pas celui de combattre une épidémie qui aurait été déjà sous contrôle. Et donc, c'est pour cela que nous avons posé cette question à la Commission, parce qu'effectivement, elle travaille avec ces fondations, elle leur donne des marchés, via notamment, vous voyez, avec cette communication de Van der Leyen, et en parallèle, elle ne vérifie pas concrètement si cette fondation à autorité, est-ce qu'elle est légitime sur ces questions? Et ça pose aussi des problèmes, d'où ces questions auprès de la Commission. Et effectivement, on la publiera, et j'espère assez rapidement, quand la Commission nous répondra effectivement sur ce sujet de Haïti et de cette vaccination contre le choléra. Alors Thibaut Kerlizin, donc ces actions de différents lobbies, de différentes fondations, vous les avez étudiées en profondeur dans cette étude. Et je rappelle, plus de 150 pages. Et
Est-ce que vous pouvez justement nous décrire quelques exemples concrets d'influence ou de mécanismes que vous avez pu détecter et expliciter dans l'étude? Ouais, alors j'ai fait un panachage dans le livre. J'ai fait du quantitatif, du qualitatif. J'ai étudié différents types de fonctionnement. J'ai fait un focus sur 3 grosses ONG. Donc c'était la fondation Gates, l'Open Society de Soros. Et j'étais surpris d'apprendre que c'était une ONG. Ça avait statut d'ONG sur le registre de transparence. C'est le Forum de Davos. Donc ça, ce sont les 3 gros focus quantitatifs que j'ai faits. Un exemple d'influence, il est assez simple, c'est que von der Leyen a été par exemple membre du conseil d'administration du Forum de Davos de 2016 jusqu'à sa prise de fonction en 2019. Donc elle était affiliée directement au Forum. Le discours qu'elle a prononcé en janvier 2021 au Forum de Davos, c'était un panégyrique du Great Reset de Klaus Schwab. Et puis elle expliquait bien que tout ce qu'elle allait mettre en place en fait, correspondait au Great Reset. Donc ça a le nom de Pacte vert pour l'Europe. Et à la fin de son discours, Klaus Schwab a dit vous voyez, chère Ursula, quand les gens, je leur parle de Great Reset qui ne comprennent pas ce que c'est, je leur dirais d'aller voir le discours que vous avez tenu aujourd'hui. Incroyable. Voilà. Vous avez un exemple comme ça concret d'influence. Encore du Forum de Davos, vous avez l'espèce de passe Covid, par exemple, ce Digital Green Certificate qui est mis en place. Il avait déjà été élaboré au sein du Forum de Davos avec une fondation qui s'appelle The Commons Project, qui a été cofondée par la fondation Rockefeller. Et c'était déjà cette application-là, mais bien en amont de ce qui était déjà discuté au sein de la Commission européenne. Donc il y a déjà des antécédents à ce niveau-là. Des exemples ensuite. J'ai fait vraiment un panachage, c'est-à-dire que je me suis attardé aussi sur les consultations publiques, puisqu'il y a plusieurs leviers d'influence. Vous avez l'influence de personnes comme Gates, Soros, Schwab. Vous avez les consultations publiques, où les ONG peuvent mener des grosses campagnes. D'ailleurs, la Commission ne s'y trompe pas, puisqu'elle a créé un logiciel qui permet d'identifier des campagnes, grâce à un logiciel qui permet de créer des arbres de mots et de retrouver, par exemple, des mêmes formulations dans différentes consultations qui sont faites par des citoyens ou par des ONG. Il y a des phrases qui sont par exemple les mêmes. Ils arrivent à identifier des fois de qui ça vient. Par exemple, il y avait une campagne pour sauver les arbres, enfin pour la reforestation. C'était le WWF. Et il y avait plus de, je crois, 1,4 million de personnes personnes et organisations qui étaient allées dans ce sens. Et la Commission avait réussi à identifier que ça venait du WWF. Il y a d'autres campagnes comme la lutte, je crois que c'était la lutte contre la pêche au saumon en mer, enfin en nord-est de l'Atlantique, me semble-t-il, nord-ouest, nord-est, je ne sais plus. Et ils ont identifié que c'était l'association Bloom qui était à l'origine de ça. Bloom qui travaille en partenariat avec d'autres ONG américaines comme le Pew Charitable Trust, ou avec des coalitions comme la Deep Conservation Coalition, qui comprend presque une centaine d'ONG, qui est vraiment très influente. C'est un ou deux exemples. Donc c'est des organisations qui travaillent ensemble de concert, mais une des organisations que vous citez qui, moi, m'a surpris, que je ne connaissais pas, c'était le cas de Global Citizen. Ouais. Et qui revient beaucoup. Hein. Qu'est-ce que c'est en fait, Global Citizen? Global, c'est un peu comme l'ONG One, si vous connaissez l'ONG One qui a été cofondée par Bono de U2. Donc Bono alors, je crois que c'est le cofondateur de One, Jamie Drummond, est un Young Global Leader du Forum de Davos. Et Bono est lui affilié au Forum de Davos directement. Bono est un proche de George Soros aussi. Il dit oui, Soros c'est un géant. Bono, le chanteur. Bono le chanteur. Ah ouais. Et vous le voyez avec la vice-présidente du Forum de Davos, Josette Chiran. Vous allez sur le Twitter de Josette Chiran, vous voyez en banderole, vous la voyez en train de prendre un café comme ça avec Bono, c'est sa photo de banderole. Et en fait, l'ONG One, c'est un peu comme Global Citizen, donc le citoyen mondial. One, c'est One, un seul, donc tous unis. Okay. C'est une espèce vraiment d'organisation complètement mondialisante. Et l'idée, c'est par des gens comme Bono ou des gens du divertissement, de ramener des personnes pour... l'idée, c'est de lutter contre la pauvreté, en faveur de l'écologie, en fait, tous les objectifs, on va dire, présentés comme humanistes, et d'unifier un maximum de personnes pour faire des campagnes dans ce sens-là. Et Global Citizen a été très mise en avant par la Commission européenne au moment du Covid, puisqu'ils avaient organisé des concerts qui allaient dans le sens du récit covidiste, en fait, officiel. Et ils se sont servis de cette ONG pour faire venir encore plus de monde et inciter à se vacciner, à respecter les gestes barrières, à diffuser le storytelling du Covid. D'ailleurs, il y avait encore un événement juste au lendemain en fait, de ce prix à New York. Il y a eu encore un événement un peu de Global Citizen, une sorte de festival un peu musical. Oui, ce sont des festivals. Ouais, ouais. Et comme je disais, ce que je disais en début d'émission, c'est que c'est largement financé par la Fondation Gates. Je crois que c'était, sauf erreur de ma part quand j'avais fait le rapport, 56 millions de dollars depuis la création de Global Citizen, qui avant s'appelait Global Poverty Project,
de mémoire. Et puis il y a d'autres gros partenaires aussi dans et alors, cette ONG. ils rencontrent ces ONG rencontrent donc des personnages importants à la commission, des directeurs généraux. Oui, en fait, ils étaient arrivés directement. Vous allez sur un outil qui a été développé, comme quoi tout n'est pas tout noir, qui a été développé par Transparency International. Et une Transparency International donc, qui est payée en partie par la fondation de Soros. Et ça a été aussi cet outil payé par la fondation de Soros, l'Open Society. Et cet outil qui est génial, qui s'appelle Integrity Watch, permet, traite les données des rendez-vous de la commission, traite les données aussi, ce que j'ai pu faire pour un autre rapport sur le cabinet de conseil, le nombre de rendez-vous qu'il y a, soit avec des eurodéputés, soit avec des fonctionnaires de la Commission européenne. Et là, pour une raison de modification du registre de transparence, l'actualisation des données a été arrêtée, je crois, février 2021. Mais à ce moment-là, depuis le début de la commission von der Leyen, ça classe les top 10. L'ONG qui a eu le plus de rendez-vous avec la présidence de la commission, c'était Global Citizen. Voilà. Et on se rend compte aussi que ce n'est pas à jour. Je crois qu'il y a 6 mois de retard dans la mise à jour de ce registre de transparence, puisqu'on avait fait des recherches sur d'ailleurs le cabinet McKinsey. Il y a même pire. Et c'est vrai que même pour eux, je crois qu'on avait fait cette recherche, on n'avait rien trouvé depuis 1 an. Et c'est vrai que là aussi, c'était l'objet de notre étude, c'est l'influence aussi des cabinets de conseil. Ouais. Là, on a cette information qui vient du Canada, où eux aussi éclaboussement et interrogation sur l'influence de ce cabinet McKinsey, qui lui aussi a géré la crise de la pandémie, où on se rend compte qu'eux aussi ont récupéré beaucoup d'argent, je crois que c'est $35 000 par jour pour leurs conseils. Et on se voit bien que les mêmes cabinets, le même processus, la même stratégie a été mise en place au Canada, en Allemagne, en Belgique, en France et au sein de la Commission. On l'avait vu, on a posé une question en pleine en pleine crise en France sur les cabinets McKinsey qui ont eu un monopole exorbitant sur la stratégie du Covid. En même temps, et sur le fait aussi qu'ils ne payent pas d'impôts en France, c'était aussi la polémique. En même temps, la Commission octroyait un contrat au cabinet McKinsey sans vérifier où ils payaient les impôts. Donc c'est vrai qu'on a les ONG, on a ces cabinets de conseil, et on se rend compte que finalement la Commission, en plus présidée par cette von der Leyen, au contraire, il y a une promiscuité trop importante avec ces influenceurs, je dirais, et qui démontre une volonté d'opacité finalement de la Commission. Et on redonne l'exemple des fameux contrats Pfizer. Je reviens dessus parce qu'il est encore d'actualité, ce sujet. Moi, je suis membre de la commission spéciale Covid, une commission qui a été mise en place pour, en fin de compte, rassurer nos concitoyens parce qu'il y avait des problématiques sur ce sujet, sur ces négociations, pour aussi ne pas répéter les erreurs que la Commission a faites durant cette crise et peut-être mettre en place une nouvelle stratégie pour mieux gérer des futures pandémies s'il y en avait. Et on se rend compte encore aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, je suis membre de cette commission. La semaine prochaine, nous aurions dû avoir en audition le PDG de Pfizer, M. Albert Bourla, à la dernière minute. Il nous a fait faux bond. Donc on continue cette opacité, on continue en fait même de prendre les députés pour des moins que rien, puisque comme vous le savez, ces contrats d'achat qui représentent 71 milliards d'euros, aujourd'hui on n'a toujours pas accès à ces contrats. Ils sont encore grisés en majorité. Donc entre ça, on se rend compte, et là c'est un rapport que je recommande à tous de lire, le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, qui sur 35 pages le dit aussi, qu'il y a un manque d'expertise de ceux qui ont piloté les achats. C'est unique pour la Commission d'avoir mis en place cette négociation, ces achats. Et même eux soulignent que la problématique a été que Mme von der Leyen a fait des négociations en dehors des clous, parce qu'ils avaient quand même mis en place une procédure. Et en plus, elle n'a pas souhaité répondre aux demandes de cette Cour, puisque leurs requêtes a été classée sans suite. Donc on se rend compte que cette opacité qui aurait dû être enlevée par rapport à cette commission, aujourd'hui on n'y arrive pas, et on se rend compte encore une fois que ces personnalités, entre Mme von der Leyen qui reçoit ce prix la semaine dernière, M. Bourla qui devait venir s'expliquer sur ces négociations, ces SMS dont on n'a toujours pas reçu une copie, continue comme un rouleau compresseur. Ils sont au-dessus de tout.
ils continuent leur stratégie et nous, on est derrière, même si on veut poser des questions, eh bien, on les écarte parce qu'encore une fois, cette commission spéciale Covid qui a été mise en place, même avec une espèce de pluralisme qu'ils ont mis en place parce qu'ils sont obligés d'inviter tous les groupes politiques. On voit bien, on est censuré. La plupart des questions que nous souhaitons poser, notamment à l'OMS, eux aussi, on va les avoir en audition, n'ont pas été reprises par ce secrétariat. Donc, c'est important de savoir effectivement que nous, d'un côté, nous essayons de faire avancer les choses, de poser des questions, parce que si aujourd'hui Bruxelles est critiquée, c'est parce qu'ils font des erreurs et s'ils veulent vraiment que nos concitoyens continuent à soutenir cette Union européenne, il faut aussi qu'ils répondent aux attentes de nos concitoyens. Et je remercie encore Thibault pour son travail, parce que même nous, on a tellement de choses, de rapports, et on n'est pas toujours au fait de savoir qu'il y a ces influences derrière. Même si on commence à le comprendre, je l'ai vu dans un rapport qui s'appelle la publicité des partis politiques. Et là, pour le coup, dans le préambule, ils ont dit que ce rapport était issu des votes, des votes du Brexit et de Trump, qui pour eux étaient considérés comme des mauvais résultats. Donc ils ont mis en place ce rapport. Donc là, ils ne le cachent pas. Mais tout ce qui est autour, effectivement, il faut aller chercher, même s'il y a ce registre de transparence qui pourrait nous donner des pistes. Mais effectivement, on n'a pas le contenu des réunions, c'est pas mis à jour. Et aujourd'hui, on voit bien que même je trouve que cette arrogance d'aller aux États-Unis récupérer des prix, finalement, pour eux, ça leur pose même plus de problème que des gens se posent des questions de conflit d'intérêts. Si je peux me permettre, sur le registre de transparence, il y a d'autres soucis. C'est que je me suis aperçu en faisant ce rapport, c'est qu'au cours du rapport, la fiche du forum de Davos sur le registre a disparu. Ah, voilà. Et elle a réapparu plus tard, mais au lieu d'annoncer 39 meetings depuis son enregistrement, il n'y en avait plus que 3. Ah ouais. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Et en fait, oui, il n'y avait pas de mensonge, puisqu'il y avait eu 3 meetings sous un nouveau numéro d'enregistrement. Mais l'ancien numéro d'enregistrement, qui contenait 39 meetings, n'était plus accessible. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à cette information. Vous avez que la nouvelle fiche avec le nouveau numéro d'enregistrement, il y a eu tant de meetings. Mais l'ancien avec le premier numéro d'enregistrement, tous les anciens meetings, vous ne pouvez pas le savoir. Et j'ai fait pareil, j'ai vu pareil pour le rapport sur le cabinet de conseil, puisque le think tank qui a le plus de réunions avec le commissaire européen s'appelle le CEPS, le Center for European Policy Studies, qui est quelque chose de gigantesque et qui intègre différentes entités comme des entités commerciales ou des cabinets de conseil qui, comme ça, ont accès plus facilement aux décideurs européens. C'est ce qui est écrit sur la présentation du think tank. Et pareil, la date d'enregistrement, le nombre de meetings, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et je me suis dit, je pense que ce think tank est plus vieux. Donc je suis allé sur Integrity Watch et j'ai retrouvé qu'en effet, sous la commission Juncker, il y avait eu beaucoup plus de meetings que ce que je pouvais trouver grâce au registre de transparence. Donc il y a des erreurs qui sont faites, il y a des nouvelles fiches qui sont créées à un moment, et les anciennes fiches avec le nombre total de meetings ne sont plus accessibles. Voilà. Et en plus, c'est que le nombre, on ne sait pas l'ordre du jour. Non, c'est pas très succinct. Plus que ça. C'est ça. Et pour répondre, si je puis me permettre, sur les échanges avec Gates ou autres, ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas précisé, c'est que Gates, par exemple, sous la commission Juncker, la fondation de Gates, donc il y a des fondations qui font l'effort d'avoir un bureau bruxellois. Soros, il a l'Open Society European Policy Institute, l'OSEPI, donc qui est domicilié à Bruxelles, c'est sa branche bruxelloise. La fondation Gates, Global Citizen, le Pew Charitable Trust, pas du tout. ils ont des bureaux américains. D'ailleurs, vous regardez où c'est sur une carte, c'est juste à côté de la Maison Blanche. Et, la fondation Gates, dans les tops des meetings, bien qu'elle soit américaine, elle est arrivée première dans les rencontres sur les questions de recherche, science, innovation. On va parler peut-être de Breakthrough Energy Catalyst, par exemple. Ouais. Première sur les questions de budget et de ressources humaines. Pour l'Europe, de la part d'une fondation américaine, c'est surprenant. Et première, me semble-t-il, de mémoire sur les questions de développement. Alors c'est vrai que c'était une question que je voulais aborder, c'est effectivement comment se fait. On comprend en fait qu'une ONG environnementale s'intéresse aux questions d'environnement. On comprend qu'une ONG sur la santé s'occupe aux questions de santé, mais là c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment cette ONG que vous citez, la Fondation Gates, donc interviendrait sur différents secteurs en fait. Alors, le budget. Alors ça, oui, j'attribue à du réseautage tout simplement. Il n'y a pas de fonctionnement démocratique. Donc, c'est des réseaux. Et par contre, si je peux me permettre, il y a un glissement sémantique entre l'écologie et l'environnement.
Et si vous relisez le livre de Gregory Bateson, Vers une écologie de l'esprit, il dit je me pose des questions écologiques. Et il vous fait tout un défilé qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Et en fait, l'écologie, c'est quoi? L'écologie, c'est ce que Humbert Talanfil appelle le système général, c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction. Donc l'écologie, c'est tout le système, on peut dire c'est la planète. C'est pour ça que Davos peut vous dire ouais, changement climatique et inégalité de genre. Bon, mais donc ils arrivent à lier une question de genre avec le réchauffement climatique, par exemple, ou avec les questions climatiques. L'environnement, ça va être vraiment ce qu'on entend par environnement, la nature, les oiseaux, la mer, ou la faune et la flore. Voilà. Mais l'écologie, si vous dites je fais de l'écologie, ça vous permet d'aborder de manière totale tous les domaines imaginables. Par exemple, lutter contre le dérèglement climatique, il faut des nouvelles énergies. Donc ça va concerner aussi les nouvelles technologies. Mais aussi, il faut qu'il y ait moins de fret, il faut qu'il y ait moins de circulation. Donc, il va falloir se débrouiller autrement en termes d'énergie, en termes de transport, en termes de mobilité. Voilà. Donc, l'écologie, c'est vraiment le joker qui vous permet de tout aborder. L'environnementalisme, c'est une branche de l'écologie. Mais si on prend vraiment la distinction batesonienne sur, quand il dit vers une écologie de l'esprit, il parle d'écologie, il parle d'esprit. Donc, on ne parle pas d'environnement. Pour moi, le terme écologie, c'est vraiment, le glissement de l'environnement vers l'écologie, ça permet, on dit, je traite de ça, puis en fait, je vais traiter de tout ça. Et on prend vraiment la globalité d'un système. Et on peut voir, pardonnez-moi, ce que la Fondation peut récupérer de la Commission, c'est quoi? Plutôt des marchés ou des subventions? Ça peut être ça. Alors, subventions, Davos a des subventions de la Commission, puisque la Commission est membre du Forum. Je crois que c'est 150 000 euros par an. Combien? 150 000 euros par an. Ouais. Mais Davos a reçu une subvention, j'avais mis à l'époque du rapport, de 1,6 million d'euros de la part de la Commission européenne. Nos impôts, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, le pourquoi. Breakthrough Energy Catalyst, par exemple, c'est une initiative qui vise toujours pareil, en fait, à réaliser l'agenda 2030, c'est-à-dire à aider à faire venir sur le marché des technologies qui visent à la décarbonation totale. Donc, c'est débloquer des leviers, des financements, et c'est en fait fluidifier tout ce qui peut mener à l'agenda 2030 et à une économie décarbonée. Voilà, donc, il y a en effet il y a l'accroissement de puissance, parce qu'on n'analyse peut-être pas assez le profil psychologique de gens comme Bill Gates ou Klaus Schwab, et c'est une erreur, il faut le faire. Il y a le côté la rivalité mimétique entre les puissants, il y a le côté financier. Il y a le côté mégalomane, il y a vraiment toutes ces sphères. Sur cette Breakthrough Energy Catalyst, en français, qu'est-ce que ça veut dire? En français, c'est le catalyseur d'énergie. En fait, Breakthrough, c'est une rupture, c'est une disruption, c'est pour faire un saut qualitatif, quelque part. En fait, c'est derrière, l'ambition, c'est de développer des nouveaux produits. C'est passer à l'hydrogène vert, à la capture, au stockage du CO2, par exemple, voilà, pour soi-disant lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, comment on arrive à distinguer en fait l'intérêt, on va dire, philosophique et de l'intérêt qui serait commercial, peut-être certaines des personnes qu'on a citées ont des actions dans ce type de développement commerciaux? J'ai toujours des petites précautions qu'on m'a appris les guerres économiques, c'est qu'il y a 5 questions objectives, c'est le qui, quoi, quand, comment, et la question subjective qui est casse-gueule, c'est le pourquoi. Ah ouais. Voilà. Donc, je pourrais vous donner un raisonnement où je vous dis le qui, quoi, quand, comment. Ouais, mais ça, pourquoi? c'est factuel. Le pourquoi, ensuite, je vous l'ai dit. Il peut y avoir des raisons philosophiques, des raisons, si on prend une autre étude que j'avais faite qui porte sur l'écologie et qu'on analyse tout ce qui était fait sur l'écologie depuis 50 ans, il y a des raisons qui sont, on va dire, millénaristes avec tout ce qui concerne le New Age, par exemple. Le développement du New Age dans les années 70 avec des gens comme Teilhard de Chardin, avec Crestone, la Fondation Manitou, Maurice Strong, la présence de Laurence Rockefeller, Stephen Rockefeller dans le développement de la Charte de la Terre, qui est le texte philosophique qui est appuyé ensuite par les travaux pratiques qui sont Agenda 21, qui sont devenus les objectifs du millénaire pour le développement et qui, en 2015, sont devenus l'Agenda 2030 qu'on a aujourd'hui. Donc il y a vraiment tout un tas de paramètres. À mon avis, il faut tous les prendre en compte. Ensuite, à quel degré les uns les autres, je ne sais pas trop. On ne va pas déprimer maintenant. Non, mais je pense qu'il faut négliger aucune piste. Oui, c'est ça. De toute façon, elle le dit dans sa stratégie maintenant de la Commission. C'est-à-dire qu'avant, il ne voulait pas trop indiquer qu'il y avait une vision globaliste, mondialiste. Et maintenant, dans tout leur communiqué, il y a un paragraphe gouvernance mondiale. Donc moi, je n'invente rien. À un moment donné, on nous a attaqués en disant, voilà, il n'y a pas du tout d'objectif mondialiste. Mais en fait, si, maintenant, je le vois encore une fois avec cet exemple de COVAX. Ils se servent de COVAX
pour l'intégrer à Gavi, pour dire maintenant, on se pose la question. Madame von der Leyen, je crois, c'était encore en décembre, dans un de ses derniers discours, disait qu'effectivement, maintenant, il fallait penser au niveau mondial. Et d'ailleurs, c'était une question, on devrait normalement avoir une audition avec Madame von der Leyen que sur ce sujet. Donc, en fait, dans cette commission où il y a des auditions, donc, je l'ai dit, donc, président de l'OMS, président de tous des laboratoires qui ont fourni la commission, des médecins, des ministres de la santé de différents États membres, de l'agence EMA, de l'agence HERA. Donc il y en a eu quelques-uns qui sont venus. Et normalement, Madame von der Leyen, elle devra venir nous expliquer sa vision au niveau de la gouvernance mondiale. Donc je suis très curieuse de voir comment elle va nous présenter sa stratégie, même si on a déjà quelques bribes d'informations, c'est-à-dire continuer avec cette alliance des vaccins via Gavi et COVAX, continuer à proposer de la vaccination au niveau mondial. Mais on l'a vu aussi, maintenant, pour l'Union européenne, elle veut mettre en place un pilier sur la santé mentale. Donc, elle s'octroie encore plus de compétences en matière de santé. Donc, ils le disent, ils veulent mettre un système de santé au niveau mondial. Ce qui explique peut-être pourquoi, en France, on sacrifie certains pans de notre santé pour faire gérer ça au niveau mondial. Mais on le sait très bien, avec la réforme des territoires, plus on enlève des échelons d'accès aux concitoyens et plus on les exclut d'un système de santé. Donc c'est toute une problématique de vision de la situation et du monde qui est problématique, mais finalement, il ne s'en cache plus. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, tout est question d'accès à l'information. Dans les années 40, il y a des propos qui étaient tenus très librement. Vous avez Herbert George Wells, H.G. Wells, qu'on connaît pour avoir fait par exemple l'île du docteur Moreau ou d'autres livres comme ça. Il a écrit un petit livre qui a été traduit et publié chez Culture et Racing qui s'appelle Le Nouvel Ordre Mondial. New World Order, c'était en 1940. Il a dit quand la guerre sera finie, il faudra mettre en place un nouvel ordre mondial et il fait tout un tas de préconisations dont certaines ont été suivies. Sur la santé mentale, vous aviez John Growling Grise, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui a été un des mentors d'Henry Kissinger et qui a été le premier président de la Fédération mondiale de la santé mentale. Il avait écrit, alors c'était en 40 ou 41, un texte, c'est The Strategic Planning for Mental Health, donc planification stratégique pour la santé mentale. Il était très cash. Il disait on a réussi à infiltrer telle et telle institution. Vous pouvez retrouver le facsimilé qui fait 3 ou 4 pages. Vous tapez ce titre-là, vous trouvez sur Internet le facsimilé. La review, ça a été publié, donc j'invente rien. Il dit on a réussi telle institution, on les a pénétrés. Il dit telle autre. Il dit c'est plus difficile. Mais il dit nous, les psychiatres, avec la guerre, on a réussi à avoir, avec la première guerre, on a réussi à avoir de plus en plus de place. Et il a dit il faut désormais que nous soyons la 5e colonne. Comme une 5e colonne, on doit continuer à infiltrer et à imposer de plus en plus la psychiatrie. Voilà. Et ensuite, vous avez tous les développements de la psychiatrie, jusque tout ce qui est préconisé dans le DSM-5, et puis ensuite tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, c'est un peu comme préconisait une société anglaise qui s'appelle la Société Fabienne, qui existe toujours aujourd'hui, la Fabian Society, et qui a créé une autre école qui s'appelle la London School of Economics, qui est très connue puisque Soros y était, Berville, dont je parlais tout à l'heure, y était aussi, il est passé par là. Et eux, ils préconisent ce qu'ils appellent le gradualisme. Le gradualisme, c'est-à-dire, si on y va d'un coup, ça ne peut pas marcher. Donc, petit à petit, pas à pas, on y va. C'est un peu le coup de la grenouille qui bout dans une casserole. Et petit à petit, on va faire progresser nos objectifs. Mais le tout, c'est de ne pas y aller d'un coup. H.G. Wells était d'ailleurs membre de la Société Fabienne au départ. Et ce qui est marrant, c'est que vous regardez un petit peu le premier logo de la Société Fabienne, c'était un loup qui portait une peau de mouton. Aujourd'hui, ils ont complètement changé. Quand vous allez sur leur site, mais vous retrouvez l'ancien logo. Donc toutes ces choses-là sont, c'est pas question d'être, je sais bien qu'on aime bien le mot complotiste aujourd'hui, mais vous regardez les textes qui ont été écrits déjà depuis, là moi ce que j'avais trouvé c'était depuis les années 40, mais il y a peut-être avant, mais c'était déjà globalement, c'était dans les tuyaux, quoi. Ensuite il faut le temps pour que ça se mette en place, il faut repenser les projets, il n'y a pas d'union complètement fluide non plus. Mais le projet, ce que dit von der Leyen sur la santé mentale, c'est déjà quelque chose qui était dans les tuyaux depuis bien longtemps. Et ils se servent aujourd'hui de la crise, de la pandémie, pour mettre en place ce pilier, alors que personne, aucun État membre a alerté la Commission sur cette problématique. Que des États membres qui aient eu effectivement des problématiques à des points, à certains degrés, que les États membres prennent ce dossier en main, ce qui est normal, ça relève de la santé, mais que la Commission s'empare maintenant de ce sujet, en fasse un vrai pilier, fasse un discours que sur cette volonté de mettre en place un pilier sur la santé mentale.
Moi, je me dis, ça fait peur. Et puis maintenant, le débat, ça va être, on le voit venir gros comme une maison, c'est toutes les personnes qui ont des effets secondaires, est-ce que c'est pas de la folie? Parce que c'est ce qui se trame au jour d'aujourd'hui. Notamment, je prends l'exemple des troubles menstruels. Certains disent que c'est pas un effet secondaire qui est lié à la vaccination. Et s'il y avait vraiment un lien, soit les femmes sont folles, soit c'est très léger. Et en fait, j'ai l'impression que cette volonté qui vient là maintenant, est-ce que c'est déjà... voilà, ça fait partie d'une stratégie, puisqu'on sait très bien, la Commission ne sort pas toute seule. On l'a vu, il y a des influences autour d'elle pour mettre en place certains rapports, certains règlements, certaines directives. Donc ce n'est pas neutre. Certains s'alertent de cette volonté maintenant d'aller sur ce sujet, parce que la santé mentale, c'est tout et n'importe quoi. C'est même, peut-être, j'irai même plus loin, la formation, la désinformation, la pensée unique, être à contre-courant. Enfin, ça va être encore une enveloppe avec différentes lettres qui vont aller sur tous les sujets. Et moi, je dis attention, ce n'est pas du tout de la compétence de la Commission. Encore une fois, en alerte. Et j'espère que, puisqu'elle dit qu'elle veut mettre en place ça en 2023, qu'il y aura des élections d'ici là et qu'on fasse sauter ce volet qui n'a rien à voir avec les compétences de la Commission. Et c'est même dangereux, je trouve, d'aller dans ce sujet. Alors Virginie Joron, justement, cette semaine, il y aura une question orale qui va être donc débattue à l'agenda du Parlement européen. Cette question orale aborde les sujets donc, du vaccin Covid dans les campagnes nationales de vaccination et également ce sujet donc, de la mésinformation ou désinformation. Comment vous réagissez alors évidemment, pour l'instant, c'est une question, donc on ne sait pas quelle va être la réponse de la Commission. Bon, c'est très bien. Alors, déjà, maintenant, pour avoir fait plusieurs fois l'exercice, à chaque question qu'on pose à la Commission, jamais nous obtenons de réponse. Que ça soit de manière écrite, ça répond toujours à côté. Alors, question orale, c'est pareil. On va poser toutes les questions et on n'aura jamais de réponse. On l'a vu, l'exemple type, ça a été encore une fois avec la commissaire sur la transparence, Madame Jourová. On lui avait posé la question, elle était venue pour présenter le dossier des SMS. On lui pose la question, Madame, pourquoi vous ne transmettez pas les SMS? Elle a dit, de toute façon, il n'y a pas d'erreur de la Commission. Donc, c'est même pas je vous transmets ou pas les SMS, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de la Commission. Et en fait, toute question qu'on pose à la Commission, elle fait son droit de veto, si j'ai envie de dire, en répondant pas, souvent elle ne répond pas, ou à côté. Donc moi, je vais quand même poser la question de savoir, je reviens encore sur ce prix qui a été remis à Madame von der Leyen, que je trouve assez fou d'aller là-bas récupérer un prix. Et puis aussi, je remets en question cette commission Covid. Parce qu'au départ, c'était une commission pour les députés, pour poser toutes les questions, avoir un vrai échange. Et au fur et à mesure que la mise en place de cette commission continue, elle a un agenda, on nous change les procédures, les règles de procédure en plein cours, comme ça. Alors on nous change, parce que les questions dérangent. Donc aujourd'hui, on doit poser que des questions écrites. Quand on pose des questions écrites, la moitié de nos questions sont retirées. Et après, même lors des auditions, on nous demande de poser que des questions qui ont été envoyées de manière écrite. Donc on se rend compte que cette commission, qui aurait dû être un échange, qui aurait dû faire avancer les choses, et c'est pour ça qu'il y a cette intervention cette semaine à ce sujet, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions autour de cette stratégie parce qu'en fait, ils parlent de l'avenir, de pandémie, de cette politique de vaccination, ce qui est donc des questions qui touchent encore tous nos concitoyens. Et c'est pas, on l'a vu, 2 ans de stratégie. On voit que tous les 6 mois, elle en ressort une, la Commission. Et la dernière date de mois de septembre, où en fait, ils nous parlent même de peut-être remettre en place de passes sanitaires, de remettre en place des masques, de remettre en place, de continuer à inciter les gens à se faire vacciner. Donc c'est quand même des questions d'actualité. Les questions qui fâchent et la censure, je reviendrai là-dessus, est présente sous prétexte de poser des questions qui ne vont pas dans leur sens. Ils considèrent que c'est de la mésinformation et de la désinformation. Et je l'ai vécu au sein de cette commission. Toutes nos questions qui dérangent, ils considèrent que c'est de la désinformation. Et les parlementaires qui sont dans la même commission. Donc il y a un vrai problème de fond et de forme sur cette tenue de commission qui finalement, et j'ai envie de dire, c'est
la commission, la petite sœur de la commission, qui va que dans un seul sens, et il n'y a pas du tout de débat contradictoire. Et on le verra encore ce jeudi, ça sera pareil, ça sera une ode à la vaccination, une ode aux contrats d'achat qui ont été très bien ficelés, même si ce n'est pas 3 SMS qui vont changer les choses, puisqu'on a sauvé des vies, parce que c'est ça le discours, c'est grâce à ça on a sauvé des vies. Qu'il y ait aujourd'hui un gaspillage de doses, personne ne se pose la question. Alors qu'aujourd'hui, on nous fait tous les jours un matraquage sur le gaspillage, il faut éteindre la lumière, il ne faut pas prendre de douche. Mais là, on va jeter des millions de doses qui ont été payées une fortune, entre 15 € et 20 € la dose. En plus, ce n'est pas neutre. Combien ça va coûter, cette destruction de doses? Moi, je suis contente qu'il ait... je ne vais pas les courir après l'injection de ces doses. Mais pourquoi il y a eu un tel nombre d'achats en 2021, ça c'est une question. Pourquoi ils ont commandé 4,6 milliards de doses alors qu'on est 447 millions de citoyens européens? Donc ça pose question. Et encore une fois, on a beau les poser, malheureusement, elle ne va pas répondre ou elle répond à côté. Et c'est quand même tout notre travail qui est remis en question. Mais on ne désespère pas. On est là pour poser ces questions qui fâchent. Et même s'ils changent les procédures, encore une fois, c'est pas grave, on continuera à poser ces questions. Et alors, par rapport à la gestion de cette crise, donc tout à l'heure, vous évoquiez le rôle des cabinets de conseil. Donc, on a parlé de McKinsey. Et vous, Timo Kerzilin, vous avez aussi étudié les cabinets et donc leur rôle à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors je distingue. Alors, il y a un pan que j'ai étudié, mais qui était moins long, puisqu'il m'intéressait moins. Et qu'il était un peu plus officiel, c'était l'argent les contrats qui étaient obtenus par les cabinets pour faire du travail pour la Commission. Dessus, vous allez sur le Tenders Electronic Daily, où vous avez beaucoup d'informations. C'est officiel, c'est un journal officiel de l'Union européenne. Et vous avez les contrats avec l'objet du contrat, le prix. Et moi, je me suis plus penché sur le verset influence, déjà parce qu'il y avait des cabinets qu'on ne connaissait pas. Enfin, à titre personnel, je ne connaissais pas. Il y a pour les contrats dont je vous ai parlé, il y a les Big Four, il y a KPMG, Deloitte, PwC et puis Ernst Young. Puis en plus, il y a McKinsey, évidemment. Mais pour les rencontres, pour les clients qui missionnent des cabinets pour faire du lobbying auprès de la Commission européenne, c'est des noms qui sont moins connus. Vous avez le Suédois Kreab, qui est le cabinet qui a obtenu le plus de meetings avec la Commission, sachant qu'ils obtiennent des meetings avec la Commission, mais aussi avec des eurodéputés pour faire leur lobbying. Kreab, FT Consulting, Brunswick Global, Fleishman Hillard, Hill Knowlton, tous ces noms en fait qui sont. Hill Knowlton est connu, mais Kreab n'est pas connu, à mon avis, du grand public. FIPRA, Fleishman Hillard, tout ça ne le sont pas. Donc j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Je me suis focalisé plus sur Kreab, qui m'a servi de fil d'Ariane pour le rapport. Et il y a des profils qui sont très intéressants. Donc c'est un cabinet suédois. Parmi les instances dirigeantes, vous avez Carl Bildt, qui est donc quelqu'un qui est influent, qui est ancien Premier ministre suédois, qui fait partie de la commission trilatérale, qui a participé au groupe de Bilderberg. Ministre des Affaires étrangères suédois. Ouais. Il était ministre des Affaires étrangères. Il a aussi dirigé le parti modéré suédois. Et vous apercevez que, par exemple, à Bruxelles, Kreab qui est donc cabinet suédois, qui est domicilié en Suède, va rencontrer des eurodéputés suédois en compagnie de ses clients suédois pour discuter de certains sujets qui restent encore opaques puisqu'on n'a pas les minutes, même s'il y a une petite partie du rapport où j'explique qu'on peut obtenir certains documents grâce aux ONG qui font là-dessus un super travail. Et donc c'est complètement opaque. Vous avez un cabinet suédois qui rencontre un eurodéputé suédois avec un client suédois pour parler, mais pour obtenir quoi? Est-ce qu'il y a des ouvertures de portes qui se font? Je parle de ces ouvertures de portes, enfin de ce qu'on appelle les revolving doors, puisque Kreab, Bruxelles, se vante d'avoir jusqu'à 90% de personnel qui vient directement des institutions européennes, que ce soit des institutions financières, que ce soit de la Commission européenne, que ce soit des anciens eurodéputés, et qui permettent ensuite de faciliter l'accès directement à d'autres eurodéputés ou avec la Commission européenne pour faire du lobbying, par exemple. Bon, là, je vais faire l'avocat du diable. En même temps, le lobbying, c'est un peu normal aussi que les entreprises fassent connaître leurs problématiques. Complètement. Moi, mon rôle, c'était de décrypter leur activité qui est complètement opaque et qui n'est pas connue du grand public. Voilà. Sachant qu'ensuite, sur l'efficacité, vous avez par exemple Amazon,
Amazon a missionné Creab et d'autres cabinets pour faire vraiment du lobbying en leur faveur. Donc c'est moins explicite que les ONG. Ils disent pas, parce que les ONG, un autre point que j'ai analysé, c'était les victoires revendiquées. Ils disent voilà, on a réussi là, telle recommandation a été prise en compte. Dans notre rapport annuel, on dit ils ont pris ça, on a réussi à tel endroit. Les cabinets de conseil, c'est plus discret. D'accord. Par définition. Mais en disant, c'est même pas entre les lignes, explicitement, ils marquent sur leur site qu'ils ont réussi à faire des choses, à faire bouger des choses. Vous avez aussi une initiative qui s'appelle Best in Brussels, qui est une émanation du cabinet de conseil d'Ober Partners, qui recense tous les meilleurs consultants, les consultants les plus efficaces à Bruxelles, les meilleurs cabinets de conseil. Vous avez des choses vraiment très intéressantes à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, un autre exemple que je donne, si quelqu'un peut intégrer dans la vidéo, on pourra peut-être intégrer une cartographie que j'ai fait avec la matrice des échiquiers de l'école de guerre économique. Vous prenez Carl Bildt, par exemple, il est en même temps membre à des hauts postes de 4 ou 5 think tanks qui sont eux-mêmes enregistrés comme lobby auprès de la Commission européenne. Creab est aussi membre de certains de ces think tanks. Creab est membre d'associations commerciales. Et donc vous avez tout un écosystème qui se dessine. Vous n'avez pas juste Creab, vous avez aussi les groupes commerciaux dont font partie Creab. Vous avez les think tanks. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les think tanks disent si vous venez dans notre think tank, vous avez plus facilement accès aux décideurs européens. Donc il y a tout un tas de leviers qui sont complètement antidémocratiques, qui sont hors des clous et complètement opaques, mais qui permettent d'avoir accès aux décideurs et de faire peser des décisions. Parce que vous me dites, c'est normal, c'est OK. Mais si on vous impose, de changer vos volets, par exemple, les volets de votre maison, on dit, il y a un nouvel écrou, il faut le mettre comme ci, comme ça. Et c'est la loi. C'est bidon, on ne sait pas pourquoi, mais il faut le faire. Ça sera peut-être un des cabinets de conseil qui a réussi à faire passer les intérêts de ses clients. Il aura fait une étude en montrant, mais vous savez, pour la sécurité des gamins, pour ceci, pour telle et telle raison, il faut faire ça. Et la personne avec qui il aura été en cheville au niveau de la commission haute aura potentiellement facilité le dossier, et ensuite ça s'imposera jusqu'à chez vous. Donc faire le lobbying, c'est quelque chose de normal, mais ensuite ça va s'imposer jusqu'à vous. Et ça ne sera pas forcément quelque chose de juste, c'est juste que ça aurait été convaincant. Ou qu'il y a eu d'autres types de réseaux qui ont permis de faciliter l'adoption de telles mesures. Alors le pantouflage, Virginie Joron, vous aviez posé une question écrite à la Commission sur ces 250 personnes qui étaient à la Commission ou au Parlement européen, et qui ensuite travaillaient, qui ont rejoint des postes chez les GAFAM, donc chez Google, chez Microsoft, etc. Oui, une petite liste. Et est-ce que vous avez eu une réponse spécifique de la Commission, ou est-ce que c'est comme c'est resté encore oui, comme d'habitude, ils gèrent pas. Ils disent qu'ils ont mis en place un règlement pour certaines personnalités, mais en gros, ils font pas le suivi. Je crois que pendant 2 ans, ils peuvent faire. 3 ans, effectivement, ils ne peuvent pas reprendre une fonction qui pourrait mettre en péril une espèce de confidentialité. Mais je vous dis encore, pour moi, le meilleur exemple, c'est Manuel Barroso. C'est Manuel, je ne sais même plus, c'est Barroso. Barroso qui se retrouve après ses mandats à la Goldman Sachs. Et après, aujourd'hui, il est le président de Gavi, quoi. J'ai envie de poser la question, où demain sera Madame van der Leyen? Est-ce que c'est elle qui va reprendre la présidence de Gavi? Effectivement, le pantouflage pour certaines personnes. Et puis, on se rend compte aussi que plus on a de casseroles, et plus on a de chances d'obtenir un poste à la Commission. On l'a vu, Madame Goulard, Sylvie Goulard, qui était promue pour être commissaire européen au sein du marché intérieur, elle avait été présentée par Emmanuel Macron. Donc pantouflage et puis après copinage, j'ai envie de dire, pour toutes ces personnalités qui n'ont pas forcément un CV très propre, qui arrivent à obtenir effectivement des placards dorés. Donc je vous dis, pour moi le meilleur exemple c'est Emmanuel Barroso qui en sortant de cette commission a obtenu ces 2 postes très importants. Ancien président de la commission avant Juncker. Et qui aujourd'hui est membre de cette alliance pour les vaccins. Et vous avez le ancien vice-président de la Commission européenne, Joaquín Almunia, c'est lui qui préside le Center for European Policy Studies, dont on parlait un petit peu plus tôt. Le think tank qui a le plus de rendez-vous avec la Commission et qui est aussi missionné des fois par la Commission. Voilà. Et un autre ancien vice-président de la Commission, c'est Étienne Davignon, qui lui a un pédigré qui est tellement conséquent que je peux même pas l'évoquer là, quoi. Par contre, il y a un site, alors je ne sais plus s'il est à jour, qui s'appelle Revolving Door Watch, donc Observatoire des Revolving Door, qui est fait par une ONG, alors je crois que c'est le Corporate Europe Observatory, je ne suis plus sûr, qui fait ça et qui met les fiches des anciens fonctionnaires européens qui sont partis
dans divers organismes. Revolving Door Watch. Voilà. Et ensuite, pour obtenir, je rebondis là-dessus, sur le travail des ONG, pour obtenir des informations, par exemple dans le rapport sur les cabinets de conseil, au début, il y a une ONG qui a essayé d'obtenir des informations sur les échanges de McKinsey avec la Commission, sur l'histoire du Covid. Et cette ONG s'appelle askveu.org. Vous demandez à l'Union européenne, elle s'appuie sur la directive 1049/2001 qui permet de demander des documents. Et c'est des documents c'est des documents gris, quoi. On ne pourra pas les obtenir si on ne les demande pas. On ne peut pas les trouver publiquement. Et cette ONG permet aussi à des citoyens lambda de demander ces documents, d'avoir des demandes spécifiques et d'obtenir tout un tas de documents. Et donc Vicky Kahn, qui est une militante en faveur des lanceurs d'alerte et qui est dans cette ONG, qui a cofondé cette ONG, je crois, elle avait déjà fait un rapport il y a une dizaine d'années sur les cabinets de conseil, justement. Elle fait un excellent travail. Elle a obtenu des documents, sauf qu'il y a des noms qui sont grisés. Le contenu des échanges est complètement grisé. J'ai mis les captures d'écran dans le rapport. Donc vous avez quelques infos, mais vous ne savez pas ce qui s'est dit. Vous ne savez pas ce qui s'est dit. Donc même en demandant, en tant que citoyen, des informations, on vous donne des documents, mais les informations sont caviardées. Voilà. Pareil pour des échanges, vu que j'avais analysé Créab, il y a eu des échanges entre Créab et la Commission, avec des think tanks et autres, pour des clients. Il y a des échanges où vous n'avez pas les noms des interlocuteurs. Vous devez reconstituer un petit peu par vous-même. Eh bien, merci Thibaut Carlizin. Je rappelle donc le nom de votre étude que vous avez publiée sur le site de la Fondation IDEE, l'influence des ONG dans le processus législatif européen. Je voulais juste aussi rappeler que vous aviez un site web qui s'appelle Davocratie. Oui, on a publié déjà une cinquantaine d'articles sur l'écosystème autour du forum de Davos. En général, c'est des articles modestement qu'on fait très fouiller quand même. Et la spécificité du site, c'est que mon collaborateur, lui, est spécialisé dans le développement. Donc il a créé une application qui s'appelle le Panagramme et qui permet d'avoir une vue complète et interactive de tout cet écosystème. C'est-à-dire les articles s'agrègent les uns aux autres progressivement. Et quand vous allez sur le panagramme d'un article, tous les noms qui sont traités, vous pouvez reconstituer l'écosystème. Quand vous tapez le nom, par exemple, de Klaus Schwab, vous avez tout ce à quoi il est lié. Quand je parlais de Maurice Strong, qui est le mentor de Klaus Schwab, vous avez, qui est le père de l'Agenda 21, qui est pour moi une des personnalités les plus influentes du XXe siècle. Vous tapez le nom de Strong, vous avez déjà les organismes qu'on a cartographiés de lui et auxquels il appartient, les personnes avec qui il est lié. Donc c'est vraiment une base agrégative qui a vocation à devenir gigantesque. Voilà, davocratie.com. Davocratie.com. Merci Virginie Geron. Merci. Chers auditeurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager autour de vous et d'appuyer sur le bouton, sur le pouce. Et à très bientôt sur cette chaîne au Parlement européen. Merci.